le rôle que jouent les organismes, les écoles, la famille, les médias, c'est ce qui construit un individu, parce que personne qui va naître avec une forme de sécurité ou insécurité linguistique. C'est des choses, ce sont des pratiques qu'on apprend. Donc, très, très jeune, on va savoir si on est légitime ou non. Et je me rappelle la première fois que j'ai donné de l'argent à mon fils, qui avait 6 ans, je lui dis, va t'acheter ce que tu veux. Il est parti à vélo, puis il est revenu, puis il n'y avait rien. Puis j'ai dit, ah, ben tu t'es rien acheté? Il dit non, il parlait anglais. Parce que lui, il ne parlait pas anglais. Donc, je me dis, très jeune, à 6 ans, tu comprends déjà plein de choses sur le plan politique, sans pouvoir le mettre en mots. Tu comprends que la langue que tu parles à la maison, ben, c'est peut-être une langue à part, qu'elle n'a pas sa légitimité partout. Et même si le discours ambiant va tenter de le sécuriser sur plusieurs plans, c'est la pratique du réel, finalement, qui va forger une bonne partie de son esprit. Il sait très bien, très tôt, que le milieu est dominé par une autre langue qui n'est pas la sienne. Tout ça, ça contribue à façonner un individu. Louis-Jean Calvet, en 1999, qui est lui-même sociologue français, a divisé l'insécurité ou a essayé de délimiter les différentes insécurités. L'insécurité statutaire, l'insécurité identitaire et l'insécurité formelle. Quand on parle d'insécurité statutaire, comme minoritaire, il y a des francophones qui peuvent se sentir un petit peu à l'étroit dans leur statut de francophone. Est-ce qu'on est accepté comme francophone? Est-ce que le statut, soit fédéral ou provincial, donne des droits acquis, etc. Donc ça serait une forme d'insécurité statutaire pour le francophone minoritaire dans certaines situations. Le deuxième, c'est l'insécurité identitaire, si on le lit à la langue, à savoir est-ce qu'on est francophone, anglophone, dans quelle situation, est-ce que parfois on se sent comme on est un peu les deux. On est en insécurité identitaire justement s'il y a un discours sur la francophonie qui dit on doit parler français de telle façon partout, alors qu'on sent que ce n'est pas possible. Donc, il y a une forme d'insécurité identitaire qui s'installe, à savoir, est-ce que je peux être un vrai francophone? Est-ce que je suis considéré comme un francophone? Etc. Le troisième, qui a été le plus étudié, c'est l'insécurité formelle. Donc, là, c'est vraiment lié à la langue, à la façon dont on parle le français et à la manière dont on l'écrit. Mais le phénomène le plus inquiétant et pour moi le plus douloureux et sur lequel il faut travailler, c'est le silence. Le silence, qui est, à mon avis, une pratique linguistique, c'est-à-dire qu'on préfère se taire plutôt que de s'exprimer d'une façon qui ne serait pas convenable selon la personne avec qui l'on parle. Et à ce moment-là, ça peut avoir des effets sur la personne d'une façon individuelle, mais la collectivité aussi, parce que la collectivité ne va pas se faire entendre. Donc, finalement, on peut même lier ça à une forme de vie démocratique. À partir du moment où les gens n'osent plus s'exprimer, ça a quand même des conséquences énormes. Je pense qu'à partir du moment où on peut discuter de ce concept-là, pour moi, c'est fondamental. Et ce n'est pas juste par rapport au Nouveau-Brunswick. Je me dis, à partir du moment où on est conscient que juste une question comme la variation, ça existe, que ça fait partie des pratiques langagières, bien déjà là, il y a un énorme sentiment qui nous donne une plus grande liberté quand on va dans les différents espaces francophones.